Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis Florian Sog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est né d'une grosse frustration pour moi. C'est comment un enfant de 5 ans peut vous aider à mieux apprendre et à mieux comprendre le monde. Je vais me présenter rapidement. Donc, comme je disais, je suis Florian Sog. Je fais plusieurs choses dans ma vie. Vous allez voir, la non-linéarité, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je suis directeur de projet pour Techno Montréal, qui est la grappe des technologies du Grand Montréal, qui a beaucoup de projets autour des technologies. Notamment, on parle d'informatique quantique, on parle de bâtiments intelligents, on parle d'utilisation des données spatiales, et puis on a participé à l'organisation de ce merveilleux événement aujourd'hui, Campus Party. Moi, je tripe ma raide à regarder ça, puis j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous allez voir, je suis français, mais j'utilise des expressions québécoises régulièrement. Dans les autres choses que je fais, je donne des cours d'histoire du jeu vidéo à Rubica, qui est une école qui existe à Montréal, qui existe en France et en Inde, qui forme des jeunes aux jeux vidéo ou à l'animation. Je suis toujours aussi surpris à chaque fois que je dis que je suis prof d'histoire du jeu vidéo. Je pensais pas que ça se passerait un jour dans ma vie et que être un geek aurait un impact aussi significatif, mais c'est là. Et puis je fais aussi de la photo. Son nom est Luc Curatoire. Vous pouvez me trouver sur Instagram et aller me suivre si ça vous intéresse. Puis n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de la conférence. J'y répondrai à la fin, ou à me poser des questions après la conférence sur les médias sociaux. Comme je disais, je suis un geek. Je suis quelqu'un de curieux et ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi et qui, je pense, me représente vraiment, vraiment beaucoup. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est un problème avec l'éducation. C'est un problème que l'éducation me pose beaucoup. Donc non, vous n'aurez pas besoin d'avoir un enfant de 5 ans avec vous aujourd'hui. Vous pouvez laisser votre petit frère aller jouer tranquille, votre petite sœur, votre nièce. Vous n'avez pas besoin de commencer à parler à votre copine de problèmes compliqués ou à votre chum. Mon problème, il est avec l'école, beaucoup, avec la façon dont on nous éduque et dont on apprend des choses. Je voulais parler rapidement d'éducation pour qu'on comprenne bien de quoi je parle et qu'on ne soit pas limité sur les termes. L'école, c'est par là qu'on passe tous, le primaire et le secondaire en tout cas. Après ça, il y a l'éducation supérieure qui présente beaucoup moins le problème dont je vais vous parler. Et puis, il y a des formations professionnelles, il y a du mentorat qui sont des formes d'apprentissage qui sont assez incroyables et qui ne pose pas ce problème, à mon sens en tout cas, ou en général, parce que c'est un problème que vous allez voir, on retrouve partout. C'est un problème qui tient en 4 mots que vous avez déjà entendus, de la part de vos enseignants, de la part de vos parents, de la part de quelqu'un. Ces mots, c'est « tu comprendras plus tard ». Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous entendez ces mots. Peut-être qu'il y en a certains qui se disent « yeah, je comprendrai plus tard ». Moi, quand j'entends ces mots-là, je me sens comme ça. Moi, quand j'entends ces mots-là, ça me donne des envies de violence, ça me donne des envies de tout brûler. Parce que ces mots-là, ils me frustrent au plus haut point. Ces mots-là, ils me font me poser une question. Et cette question, c'est une question que tous les enfants de 5 ans posent plusieurs fois par jour. Cette question, c'est une question que je considère essentielle. Cette réaction que ça me donne, c'est ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que, dans la face de quelqu'un qui est curieux, qui cherche à comprendre comment le monde fonctionne, notre réaction, c'est de dire « tu comprendras plus tard ». Moi, ça me frustre. Si vous avez déjà gardé un enfant, vous l'avez déjà eu. Pourquoi ? Il y a des humoristes qui font des sketchs sur ça. Je vais pas vous la faire longue, mais un enfant qui demande pourquoi, c'est un enfant qui cherche à comprendre quelque chose. C'est un enfant qui cherche à comprendre des mécaniques et à décortiquer petit à petit un ensemble, un système complexe pour l'analyser et le comprendre et l'intégrer. Et ça, c'est super important pour un enfant, mais en vrai, c'est super important pour un humain. Et ces quelques mots qui disent « tu comprendras plus tard », en fait, ce qu'ils font, le résultat qu'ils ont, c'est de détruire cette curiosité à cette ouverture. Parce que quand on se fait répéter plusieurs fois « tu comprendras plus tard », on finit par se dire « ah, ça vaut pas la peine que je pose la question, je comprendrai plus tard, j'ai pas les connaissances, je suis trop bête pour ça, etc. etc. » Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de retenir les enfants, il faut qu'on arrête de retenir les êtres humains, il faut qu'on arrête de retenir nos frères, nos amis, nos collègues qui cherchent à comprendre des choses qui sont parfois compliquées. Des fois, on n'a pas le temps, des fois, on n'a pas envie d'expliquer les choses. Puis ça, c'est correct. Il faut se respecter aussi, mais il ne faut pas restreindre la curiosité, il faut la célébrer. Et donc, au lieu de dire « tu comprendras plus tard », on peut dire « il te manque des connaissances pour ça, peut-être que tu devrais commencer par te documenter sur tel sujet ». On peut dire, écoute, aujourd'hui je suis fatigué, mais repose-moi la question demain et on va prendre le temps d'expliquer ça et d'en parler. Parce que tout ça, c'est souvent des sujets intéressants. Pourquoi est-ce que je me pose cette question-là ? Cette question-là, en fait, on pourrait se dire, c'est sûrement Florian, t'as pas grandi. Et puis, effectivement, j'ai pas grandi. Je pense que j'ai dépassé le stage de l'enfant de 5 ans. J'ai un peu de barbe. Je dois être rendu à l'enfant de 7 ou 8 ans, selon moi. 9 ans,
petit peu trop avancé peut-être, mais je suis quand même tranquille. L'autre chose, c'est que j'ai aussi une éducation qui est non linéaire. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai changé plusieurs fois d'école dans ma vie. Donc, j'ai vu des enseignants avec des techniques différentes, des enseignants avec des personnalités différentes. Particulièrement en enseignement supérieur, j'ai été dans quelques filières différentes et surtout, j'ai été dans une filière qui s'appelle ingénierie des médias ou ingé-média en France. Je vais pas vous en parler trop longtemps, mais le concept de cette filière-là, c'est de former des gens qui sont pluridisciplinaires, d'apprendre plein de choses pour former des chefs de projet pour le web qui vont être capables de parler avec un programmeur puis de comprendre ce que quelqu'un qui parle d'HTML, de PHP et de JavaScript est en train de lui dire et de comprendre les fonctionnalités qu'il peut lui demander de faire. Qui peuvent parler avec un directeur artistique, un monteur vidéo, un ingénieur son ou tous les gens qui interviennent dans le référencement, dans la création d'un site web, dans l'animation d'un site web, dans les médias sociaux, dans le marketing, dans la communication. Et ça, ça donne des bases assez solides pour se dire mais pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que ça me sert vraiment? Ok, peut-être qu'il faut que je réalloue mes efforts parce que je pourrais pas apprendre à faire tout ça, je pourrais pas être capable de faire tout ça tout seul, jamais, ça marche pas. L'autre chose, c'est qu'il y a quelques années, j'ai découvert Simon Sinek, qui a, depuis le milieu des années 2000, sorti son Golden Circle, son cercle d'or. Et ce cercle d'or, il est à l'écran. Il est très simple. C'est 3 cercles concentriques. Why, how, what. Et ce que dit Simon Sinek par rapport à ça, c'est que la plupart des entreprises, quand elles communiquent, quand elles racontent ce qu'elles font, elles racontent ce qu'elles font. What. Et elles communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Puis des fois, on va parler de pourquoi, mais ça arrive un peu sur le tard, c'est pas dramatique. La plupart des entreprises qui ont du succès, la plupart des entreprises qui font des choses assez extraordinaires, quand elles communiquent, elles vont de l'intérieur vers l'extérieur. L'exemple qui prend souvent, c'est Apple, par exemple. Apple communique toujours de son why. Le slogan d'Apple, c'est Think Different. C'est pas « Et là, on fait des ordinateurs, puis ils sont vraiment design et full jolis ». Non, parce que les gens sont pas intéressés par Apple parce que les ordinateurs sont full jolis. Ils sont intéressés par Apple parce que Apple amène de l'innovation et fait de l'innovation en termes d'ergonomie, en termes d'utilisation et en termes de toutes les choses incroyables qu'on peut faire avec un ordinateur. Donc ça, c'est super important. Et ce why, il est au centre de comment je conçois le marketing, comment j'approche des choses dans mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle. Je me pose toujours les questions de pourquoi je fais des choses. Ça m'aide à me guider. Et puis quand j'essaye de comprendre quelque chose, quand je lis un article sur quel que soit le sujet, je me demande pourquoi aussi. Quand je vois un post sur Facebook, je me demande pourquoi les gens postent ça. Et des fois, on trouve des choses qui sont assez incroyables parce que, à travers la frustration, à travers le temps que ça prend, on voit des belles choses. Alors, par où est-ce qu'on commence quand on veut apprendre pourquoi? Quand on veut comprendre pourquoi et quand on veut se mettre à questionner son environnement de façon intense, de façon lourde et qu'on n'est pas satisfait. Mais on commence par apprendre ce que c'est un fait et ce que c'est une opinion. Puis là-dessus, je vais vous faire un exemple très rapide. Hier, j'ai fait tomber mon téléphone. Si je vous dis ça, c'est un fait. Il n'y a aucune opinion là-dedans. Il n'y a aucun moyen de savoir ce que je faisais quand j'ai fait tomber mon téléphone, si c'est quelque chose de dommage, si c'est quelque chose de pas dommage. Peut-être que je l'aimais pas. Il n'y a aucun teint dans ce fait-là. Et ça, c'est très objectif. Maintenant, si je dis hier, je ne faisais pas attention, j'ai fait tomber mon téléphone. Là, tout d'un coup, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus complexe à gérer parce que le fait que je faisais pas attention, ça apporte une nuance qui peut créer un jugement de valeur. La personne qui entendra les deux messages, si entend « hier j'ai fait tomber mon téléphone », elle va se dire « ah, pauvre lui, il a fait tomber son téléphone, est-ce qu'il est cassé ?» La personne qui va se dire « hier, qui va entendre « hier je faisais pas attention, j'ai fait tomber mon téléphone », il va se dire « il a peut-être dû faire attention, puis il aurait pas eu ce problème-là, il aurait pas fait tomber son téléphone ». C'est encore plus pervers quand on rajoute un témoin à ce fait-là. Parce que le témoin, il va être là, puis il va se dire, ah, il va vous raconter l'histoire comme ça, il va faire, hier j'ai vu un gars, il faisait pas attention, puis il a fait tomber son téléphone, cet idiot. Tout d'un coup, on n'est plus du tout dans un fait, on est dans une opinion. Le fait que j'ai fait tomber mon téléphone parce que je faisais pas attention fait de moi un idiot. Donc c'est un jugement sur ma capacité intellectuelle, peut-être. Donc on a amené des choses qui sont pas essentielles aux faits. Puis ça, il faut l'apprendre, il faut le comprendre. Et il faut arriver à, quand on regarde des faits, quand on lit des choses, quand on essaye d'apprendre des choses, particulièrement en sciences, particulièrement en sociologie, particulièrement en littérature, particulièrement dans à peu près n'importe quel domaine, en fait, à analyser ce qui est de l'opinion et ce qui est du fait. Et il faut pas oublier en plus qu'un fait, ça peut devenir une opinion sans le modifier. Je vais prendre un exemple très bête, un exemple que vous avez déjà vu. Il y a des manifestations dans la ville, des journaux vont faire
un sujet. Bon, la télé va s'intéresser au sujet et va aller faire un petit reportage. Ce reportage va durer 6 minutes. Sur ces 6 minutes, on va accorder 1 minute 30 aux manifestants, à pourquoi est-ce qu'ils manifestent, qu'est-ce que c'est le problème. Et puis on va accorder 5 minutes à il y avait des casseurs, il y avait des problèmes dans la manifestation. Eh ben, on a juste reporté des faits, on n'a pas mis d'opinion personnelle en tant que journal dans la chose, mais le simple fait que la distribution du temps soit pas égale, ça crée un problème. Puis ça, on le voit en politique, par exemple, il y a beaucoup de pays dans lesquels, pendant les campagnes politiques, il y a des temps de parole qui sont contrôlés et sur les débats et sur les prises de parole publiques, parce que donner plus de temps de parole à quelqu'un, ça permet à son message d'être beaucoup plus omniprésent dans le territoire, dans le paysage, et donc ça lui donne une force assez incroyable. Et ça c'est universel et c'est connu. Maintenant, comment on fait dans les faits? Ben, j'ai pas de formule magique pour vous, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir vous dire que ça va être facile de se demander pourquoi, que ça va être facile de trouver des réponses. Mais en vrai, ça prend 3 choses. Ça prend du temps, des recherches et plus de temps. Pourquoi il y a plus de temps à la fin? Je vais y revenir. Du temps parce que ça veut dire qu'on peut plus juste lire un article, puis se dire « Ah, c'est good, je comprends comment ça fonctionne. » Non, on va en lire 2 ou 3, peut-être plus, parce que le sujet, il est débattable. Si le sujet est polarisant, il va falloir aller beaucoup plus loin. Si on parle d'un sujet qui est polarisant d'un point de vue politique, que ce soit Black Lives Matter en ce moment, que ce soit plus anciennement, je sais pas, la crise géopolitique en Ukraine en 2015, il faut aller croiser des sources, il faut aller regarder tout ce qui se fait, et ça prend du temps. Ça prend des recherches, parce qu'il faut les trouver, ces sources, il faut les trouver, ces choses dans une langue qu'on comprend, parce que malheureusement, quand il y a plusieurs pays impliqués, des fois, on ne parle pas les bonnes langues. Et puis ça prend plus de temps, parce qu'une fois qu'on a lu ces sources, il faut faire du travail intellectuel. Il faut y réfléchir, il faut penser, il faut analyser, il faut se poser la question de pourquoi. Il faut faire attention, néanmoins, parce qu'il y a un risque extrêmement grand quand on se demande beaucoup pourquoi. Et ce risque-là, c'est ce qu'on appelle les théories du complot. Alors, parce qu'on peut vite arriver là-dedans, quand on se pose plein de questions et qu'on questionne énormément son environnement. Et oui, il y a des gens qui ont des intérêts, c'est important et je vais en reparler, mais il faut faire attention du point auquel on les amène et pas sous-estimer le fait que les gens communiquent mal et que les gens ont oublié d'envoyer un courriel hier soir ou que les gens ont pas eu le temps de penser à ça. Des fois, c'est des raisons extrêmement simples. La chose à faire, par contre, qui va nous faire gagner du temps, c'est qu'on va apprendre à mieux travailler ses sources, à mieux utiliser ses sources et à comprendre la qualité des sources. Je vais prendre un exemple très simple. Sûrement plein d'entre vous l'ont entendu. Moi, je l'ai entendu des dizaines de fois quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université. Ah, Wikipédia, c'est pas une source sûre. C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de toute mon éducation. C'était peut-être vrai en 98. C'est absolument plus vrai. C'est absolument plus avéré. La plupart des journaux, des chercheurs qui tentent de montrer que Wikipédia n'est pas une source sûre se heurtent à un mur parce que la communauté de Wikipédia vérifie tellement souvent les modifications qui sont faites sur l'encyclopédie que c'est souvent corrigé ou au minimum affublé d'une bannière qui dit « Attention, on n'a pas assez de sources pour prouver que ce qu'on dit à cet endroit-là est vrai, donc c'est pas sûr. » Donc ça veut dire que c'est une source suffisamment sûre que quand elle dit des choses qui sont pas sûres, elle va vous dire que c'est pas sûr. Ce qui est quand même vraiment cool. L'autre chose qu'on va trouver dans Wikipédia, c'est les sources, tout simplement. Puis c'est un super bon point de départ parce qu'on va trouver une compilation de sources très intéressantes, très pertinentes, très pointues, qui vont nous permettre d'aller mieux comprendre les choses et d'aller mieux manipuler les choses. Encore une fois, vous n'arrêtez pas à Wikipédia, allez lire les sources, allez trouver d'autres sources si le sujet est vraiment polarisant. Super intéressant. On va apprendre à utiliser des filtres de recherche aussi. Sur Google, sur DuckDuckGo, sur la plupart des moteurs de recherche, il y a des filtres. On ne le sait pas, mais on peut écrire in URL, puis écrire l'URL du site dans lequel on va faire une recherche sur Google. C'est un exemple tout simple, mais ça existe. Je ne vais pas vous faire la liste des filtres de recherche de Google, il y en a un paquet, puis c'est pas forcément les mêmes dépendamment des moteurs de recherche, mais faites simplement une recherche sur votre moteur de recherche pour trouver les filtres qui existent, ils vont vous les lister et vous allez pouvoir augmenter la qualité de vos recherches de façon exponentielle en utilisant ces filtres-là. Pourquoi c'est important, toutes ces questions que je pose? Pourquoi c'est important de se demander pourquoi et de tout le temps, quand on a quelque chose et qu'on n'est pas sûr, qu'on a un petit inconfort, ou au contraire qu'on est confortable. C'est bon, là, moi ça me va, j'y crois. Pourquoi c'est important de toujours ramener cet enfant de 5 ans? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que tout est politique, en fait. C'est une citation que vous avez déjà entendue, que vous savez probablement ce qu'elle veut dire, mais tout est politique. Ça veut dire que quoi que vous trouviez sur Internet, quoi que vous trouviez dans la vie, un livre, un article, une vidéo, cette conférence,
c'est politique, ça représente des intérêts de quelqu'un. Ça représente le fait que je pense, moi, avec une pensée qui est très orientée sur le fait de demander pourquoi, avec de la curiosité, peut-être une pensée un peu plus à gauche, parce que c'est mes engagements politiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut juste dire que quand je vais observer un fait, je vais le teinter de ma vision et de mes biais. Puis ça, on le sait, on l'observe même quand on ne parle pas d'humain. L'intelligence artificielle a des biais, parce que les sets de données ont des biais. Il y a plein de papiers que vous pouvez aller chercher, plein d'études qui ont été faites, où on réalisé, par exemple, sur des expériences par rapport au talent et à l'utilisation de l'IA pour recruter, que les employés avec les candidats, pas les employés, les candidats qui étaient des personnes de couleur étaient moins recrutés parce que dans la compagnie et dans le set de données que l'intelligence regardait, la plupart des employés étaient blancs. Donc ça veut dire, pour une intelligence artificielle qui est complètement logique, que probablement que le meilleur fit pour cette compagnie, c'est quelqu'un de blanc. Puis c'est un biais compréhensible, c'est une erreur compréhensible, mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne, et Dieu merci. Les autres dangers et les autres raisons pour lesquelles c'est important de se questionner, de demander pourquoi, c'est qu'on voit de plus en plus des fact-checkers sortir. Vous en avez tous entendu Donald Trump parler de fake news, et les fake news, ça amène un truc tout bête. Les fake news, ça amène des gens qui vont valider et contre-vérifier les nouvelles. Sauf que ces gens-là, ils ont des biais eux aussi. Ces gens-là, ils sont des équipes qui sont dirigées par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui paye cette équipe-là. Puis même eux, ils ont une orientation politique. Et donc, quand c'est clair, c'est facile. Mais le problème, il vient quand les choses sont pas claires. Parce que un Américain qui est journaliste, qui travaillerait pour le gouvernement américain, pour une station publique, si jamais ça existe, ou pour une station québécoise d'ailleurs, qui va regarder la situation géopolitique en Ukraine, va pas le regarder avec les mêmes backgrounds culturels que quelqu'un qui est russe, par exemple, ou quelqu'un qui est chinois. Puis ça amène une analyse qui est différente, nécessairement. Et quand on externalise notre capacité à avoir de l'esprit critique et à checker les sources, à checker les informations qu'on consulte, on abandonne du contrôle et donc on arrête de demander pourquoi. Et le dernier effet, c'est sûrement le plus pervers. C'est un dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle les chambres à écho. Puis c'est un effet sur lequel on pourrait probablement faire une conférence de 2 heures. Mais en grand résumé, le principe d'une chambre à écho, c'est très simple. C'est qu'on s'assure que les messages qu'on va lire et qu'on va recevoir correspondent à ce qu'on pense. Et ça se fait de façon très organique sur les médias sociaux. Parce que premièrement, sur les médias sociaux, sur un média comme Facebook, par exemple, les gens dont on va voir les interactions, les gens qu'on a dans nos amis, sont généralement des amis. Donc des fois, ils pensent pareil que nous ou suffisamment proches que c'est correct. Par exemple, moi, je l'ai dit, je suis un petit peu à gauche. Quand il y a eu les élections provinciales la dernière fois, tous mes amis étaient persuadés que Québec solidaire allait gagner parce que tout ce qu'ils lisaient dans leur journée, c'était des sujets par rapport à Québec solidaire, c'était des publications par rapport à Québec solidaire. Ça vient du fait que on est un cercle de gens avec des opinions partagées. Puis en plus de ça, il y a un double effet pervers qui se passe sur les médias sociaux, c'est qu'il y a des algorithmes qui existent. Et le but de Facebook, c'est que on passe notre temps à consulter Facebook, à lire Facebook. Et c'est pareil pour Twitter, c'est pareil pour LinkedIn, c'est pareil pour Instagram. Tout le monde a à peu près la même problématique. Et pour ça, ils ont un système très très simple. C'est qu'ils vont se dire, OK, telle personne interagit régulièrement avec des posts qui parlent de tel ou tel sujet, dans le cadre dont je parlais. Ah, il y a plein de gens de ce cercle d'amis-là, cette personne-là, elle vote Québec solidaire, et elle aime full ça la gauche. On va lui mettre d'autres posts dans son feed de gens de gauche et de Québec solidaire. Donc ça donne cette espèce de surcharge d'informations. Comme je disais, quand un message prend beaucoup de place, il devient plus vrai dans le cerveau des gens qui le reçoivent. Parce que si tous les gens dans notre cercle sont d'accord, c'est qu'il y a probablement un consensus, donc c'est probablement que c'est vrai. Et ça amène à des frustrations, ça amène à des déceptions. Puis quand c'est pour une élection, c'est pas forcément là que c'est le plus dramatique, mais quand ça amène à d'autres choses, ça nous bloque dans notre apprentissage, ça nous bloque dans notre évolution, et ça nous amène à penser des choses qui sont fausses. Et là, on a un problème qui pourrait être tout simplement défait en se disant « Pourquoi est-ce que je vois juste des publications à ce sujet-là » Ah, c'est parce que c'est juste les publications de mes amis, puis que mes amis pensent pareil que moi. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dans des groupes ou dans des publications qui pensent pas pareil que moi. Donc, je vous invite pour la suite à faire ça, tout simplement dans votre vie. Essayez, 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Demandez pourquoi. Demandez
à quelqu'un qui vous explique quelque chose. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Je suis pas sûr de comprendre. Questionnez un article que vous lisez et demandez pourquoi. Et puis maintenant, vous pouvez me poser des questions. Puis si vous êtes des facétieux trolls comme moi, la première question que je vais voir apparaître à l'écran, ça va être pourquoi. Je fais confiance à l'équipe en régie pour l'avoir. Ah, non. Est-ce que je suggère des endroits pour trouver des bonnes sources? C'est une bonne question, mais c'est une question qui est vraiment complexe. Parce que ça implique de se poser la question de qu'est-ce que c'est une bonne source. Puis une bonne source peut être une excellente source sur un sujet et une très mauvaise sur un autre. Comme je l'ai dit, pour moi, la base de toute recherche, souvent, dans ma vie personnelle, c'est Wikipédia, tout simplement. Parce que les sources qui sont là ont quand même été validées par une communauté, font un minimum consensus, et surtout, elles sont suffisamment multiples pour que je puisse partir de là pour commencer à formuler des opinions et à trouver des mots-clés, en fait. L'intérêt, c'est que quand on trouve une source qu'on trouve intéressante, on identifie des mots-clés. Et quand on identifie des mots-clés, on peut faire des recherches pour trouver d'autres sources qui parlent de ces mots-clés-là, et ensuite recroiser les deux sources. Parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises sources. Je pense qu'il y a des sources qui sont peut-être extrêmement mauvaises, il y a clairement des choses qui sont fausses, et on le sait, mais en même temps, la réalité est peut-être pas aussi arbitraire et arrêtée que ce qu'on pense, particulièrement dans les sujets qui sont polémiques et polarisants. Et des fois, ça prend d'aller regarder ce que les gens avec qui on n'est pas d'accord disent aussi et les sources qu'ils donnent, puis de voir ce qui se passe, puis ensuite on peut formuler une opinion personnelle et analyser. Mais il faut aller à un moment donné chercher dans des sources qui sont mauvaises pour identifier celles qui sont bonnes et celles qui sont bonnes pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment prendre l'habitude de rester dans le mindset d'avoir 5 ans et se poser la question du pourquoi? Pour vrai, c'est très facile quand on n'a pas arrêté. Mais c'est comme le vélo, ça revient vite. C'est un apprentissage. Parce qu'en fait, on est wired pour ça. C'est juste que le cerveau est très, très paresseux. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en game design, c'est quelque chose qu'on apprend en marketing. Apprendre des nouvelles choses, c'est difficile. C'est un exercice mental. C'est extrêmement rewarding. C'est une récompense très forte quand on maîtrise un nouveau sujet. Mais c'est difficile et c'est un exercice, donc il faut se faire violence, en tout cas pendant une partie de sa vie. Et même quand on est habitué régulièrement, il faut se faire violence. Ok, ce sujet-là, je le maîtrise. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais maîtriser mieux? Dans la démarche scientifique, et je vais conclure sur cette question avec ça, on passe son temps à formuler des théories, des hypothèses, on met en place une expérience, on observe les résultats de l'expérience, on tire des conclusions, et si l'hypothèse est validé par l'expérience, on a une théorie, on conclut que quelque chose doit fonctionner comme ça, mais ça ne nous empêche pas, 2 mois, 6 mois plus tard, de se reposer la question et de voir si l'expérience valide toujours l'hypothèse, parce qu'on a appris des nouvelles choses qui peuvent venir changer la théorie. Combien de fois se demander pourquoi sur un sujet pour aller au fond des choses? C'est une belle question. Je pense que c'est très variable, ça dépend du sujet. Sur des sujets très simples, ça va aller très vite. Mais, et peut-être même plus que dépendre du sujet, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend de soi-même. Est-ce que je considère que je suis allé assez au fond des choses? Peut-être que si je me pose encore la question pourquoi, c'est que je suis pas allé au fond des choses. Peut-être que je peux trouver des choses supplémentaires à faire. Et c'est à ces endroits-là, d'ailleurs, qu'on va trouver des gens qui vont innover, des gens qui vont être incroyables et passionnants. C'est parce qu'en fait, sur un sujet, ils ont jamais arrêté de se demander pourquoi. Ils ont jamais arrêté de questionner le sujet, de questionner les choses qu'ils savent. Et ça les amène à aller plus loin, que n'importe qui, et à devenir des sommités sur ce sujet-là. Et des gens que je peux vous garantir que quelqu'un qui arrête pas de se demander pourquoi sur un sujet, il est passionnant à écouter. Et vous pouvez parler avec des chercheurs qui ont des doctorats, qui ont fait 3 thèses sur un sujet, ils sont encore en train de parler de ce sujet-là. Ils sont encore en train de trouver ça passionnant. Et c'est juste parce qu'un sujet, il n'a pas vraiment nécessairement de fin. Puis, il faut accepter ça et donner la possibilité qu'un sujet n'ait pas de fin. Et puis, il faut donner la possibilité qu'on puisse se complaire là-dedans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il me reste 2 petites minutes. Quelle est la réponse à donner à un enfant quand il demande pourquoi? C'est une question super intéressante. Je l'ai un peu abordée rapidement dans la conférence. Ça dépend. Ça dépend de 2 choses, mais je vais quand même donner des pistes de réponse parce que je vais pas m'arrêter à un ça dépend, ce serait un peu dommage. Ça dépend d'à quel point vous avez du temps et de la motivation devant vous. Parce que, idéalement, dans un monde parfait, vous pourriez prendre le temps de vous asseoir et d'expliquer à l'enfant
pourquoi. Mais des fois, on est fatigué, on n'est pas motivé. Encore une fois, hein, le cerveau est paresseux, puis des fois, il faut savoir prendre soin de soi et accepter cette paresse pour se reposer. Mais par contre, ce qu'on peut toujours faire, c'est conseiller un livre à un enfant. C'est conseiller une vidéo à un enfant, c'est conseiller un film, une série, une bande dessinée à un enfant. Moi, j'ai grandi avec C'est pas sorcier en France, des dessins animés comme Il était une fois la vie. Je sais pas lesquels ont été là au Québec, aux États-Unis, en Angleterre, des émissions scientifiques qui expliquaient des choses très complexes à des enfants. Il y en a un paquet partout dans le monde. La vulgarisation, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui font ça extrêmement bien et qui peuvent, avec une maquette en carton et quelques bouts de ficelle, vous expliquer comment fonctionne la radioactivité. C'est quand même fou. C'est compliqué, la radioactivité. C'est pas des sujets qu'un enfant de 5 ans devrait pouvoir comprendre, mais en fait, avec une maquette, avec un petit dessin, eh ben, il y a des enfants de 5 ans qui arrivent à comprendre ça. S'il y avait une dernière question, j'ai une petite minute, sinon je vais la meubler, c'est pas un problème. Je vais continuer sur la vulgarisation, je trouve ça passionnant. Quel type de recherche développez-vous? Moi, je suis pas chercheur. En tout cas, je suis pas chercheur dans le titre académique de la chose, mais je me considère comme explorateur. Donc, en ce moment, je m'intéresse à la photographie. C'est mon sujet à moi. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu vidéo. Il y a des choses que j'ai compris dans l'histoire du jeu vidéo en me demandant pourquoi. Et en regardant l'histoire, l'histoire, c'est un bon point de départ pour commencer à maîtriser cette discipline-là, parce que quand on regarde des faits de l'histoire, des faits qui sont passés, et plus vous allez loin, plus c'est facile, vous allez comprendre pourquoi les choses se passent, et vous allez pouvoir facilement tirer des ficelles sans qu'il y ait des nouveaux faits qui popent dans votre face tous les jours. C'est pas mal le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Puis je vous invite à continuer de regarder Campus Party parce qu'il y a des événements incroyables et des conférences passionnantes. Demain matin pour le Québec, à 10h, c'est Edward Snowden qui va parler, puis que je considère comme une personne extraordinaire. Regardez ça. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les médias sociaux pour me poser des questions et me demander pourquoi.